La bataille sur la fin de vie est donc lancée. Cette aide à mourir sous conditions strictes, très encadrée avec une substance létale. Le mot euthanasie d'ailleurs est si tabou que Emmanuel Macron a préféré utiliser l'expression aide à mourir. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce qu'une aide à mourir sinon une euthanasie qui ne dit pas son nom, jusque dans les paroles du président de la République. Aide à mourir adoucie, bien sûr. Cette idée insupportable. Aide à mourir apporte une humanité qu'euthanasie, dans sa froideur clinique, n'apporte pas sans doute. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même, sinon la même chose, extrêmement proche. Avec ce texte, on regarde la mort en face, a dit Emmanuel Macron, ignorant sans doute que le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Alors, je pense que nous sommes avec Giovanna Marsico, qui est directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Et Bonjour merci d'être avec nous. J'ai envie de dire que sur ce sujet, seuls ceux qui sont des professionnels ou seuls ceux qui sont concernés par cette mort qui arrive devraient s'exprimer. Parce que le journaliste que je suis, je ne sais pas comment je réagirai lorsque la mort frappera à ma porte. Et puis, je n'ai pas l'expérience que vous avez, vous, au quotidien. Depuis combien d'années êtes-vous dans ce domaine, madame ? Dans le domaine de la santé depuis longtemps. Mais j'aurais envie de vous dire que, avec ma casquette d'avocate également, que le sujet de la mort est un sujet de société. Bien sûr que les procédures, bien sûr que les modalités cliniques, juridiques doivent être bien analysées par les professionnels et par les experts, mais ce n'est pas un sujet d'experts, c'est un vrai sujet de société parce que chacun d'entre nous est susceptible de parcourir ce trajet, même si ce n'est pas rigolo de le dire, mais chacun d'entre nous, pour soi-même ou pour ses proches, est susceptible d'avoir à parcourir ce parcours de fin de vie. Donc, c'est un vrai sujet de société. Alors, j'entends... Pardonnez-moi, excusez-moi, je suis soumis parfois à des éternuements dans la climatisation de notre studio. J'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que mon inclinaison porte à quand même écouter les professionnels et vous en faites partie. Marie de Henzel, par exemple, j'ai été très surpris hier de sa prise de position. Elle a dit cette idée d'une aide active à mourir qui commencerait par des soins palliatifs et encore là où ils existent et se terminerait par une injection létale est une idée perverse. Elle a dit également, est pervers, n'est-ce pas, ce qui ne tient pas compte de la réalité. Or, la réalité est que 500 personnes meurent tous les jours sans avoir eu accès à ces soins et que l'urgence n'est pas d'accéder à la volonté d'un petit pourcentage de personnes qui, pour des raisons philosophiques, veulent décider du moment de leur mort. Moi, j'ai été très surpris parce que j'ai souvent reçu Madame de Henzel et j'ai envie, effectivement, d'écouter ce qu'elle dit. Le drame est de constater qu'au lieu de soutenir le développement de ces soins, on les a freinés. Le drame est de constater qu'on a perdu confiance dans leur efficacité. Quelle est votre position à vous sur ce qu'a proposé le président de la République, madame ? Alors, moi, je suis désolée de ne pas être totalement en phase avec madame de Henzel. Je trouve que les annonces du président de la République font suite à un parcours, à un débat national sur la fin de vie qui remonte à au moins 2 ans, au moins, sinon plus. Mais de toute manière, dès la remise du rapport de l'avis 139 du CCNE au président de la République, l'annonce d'une convention citoyenne, la tenue de la convention citoyenne, les travaux menés par les ministres Firmin Lebaudot et Véran sur la consultation de toutes les parties prenantes, la création d'une instance de préfiguration d'une stratégie décennale, tous les travaux de cette instance et la présentation du rapport du professeur Franck Chauvin, tout ça, c'est une prise en compte de la fin de vie qui est énorme. C'est-à-dire donc que vous êtes plutôt sur la ligne du président de la République, vous trouvez que ce qu'il propose est ce qu'il faut faire ? Alors, le président de la République a proposé, ce n'est pas à lui le dernier mot parce que c'est au Parlement. Donc, c'est les discussions et les débats parlementaires définiront si la proposition faite par le président
est celle qui répond au mieux aux attentes des Français. Mais c'est sûr que, notamment sur la question des soins palliatifs et de la stratégie qui va être mise en place pour les renforcer, pour renforcer la formation des professionnels, pour assurer la personnalisation des parcours et la prise en compte des préférences des patients, pour renforcer le domicile et tout ce qui est territoire qui aujourd'hui est moins présent parce que aujourd'hui 52% des Français meurent encore à l'hôpital alors qu'ils souhaitent mourir entourés par leurs proches au domicile. Mais là, on a vraiment une vraie réponse. Merci. Dernière chose, madame. Lorsque je dis qu'on a tellement peur du mot euthanasie, qu'on préfère l'expression aide à mourir, est-ce que vous diriez que aide à mourir égale euthanasie ? Alors, je peux vous dire qu'au Centre national, nous publions un panorama sur les législations de l'aide à mourir dans le monde et que chaque pays a sa sémantique. Chaque pays Vous ne répondez pas vraiment à ma question, mais l'aide à mourir, est-ce que c'est l'euthanasie ? Oui. Bon, l'aide à mourir, c'est une catégorie générale. Certains pays parlent de death with dignity, d'autres parlent de parce qu'on a peur peut-être du mot, mais bon. En mais tout non, cas, pas merci. Forcément. Moi, je l'ai interprété comme ça, en tout cas. Merci, en tout cas, Madame Marsico. Ouais. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Merci grandement, directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, qui se trouve dans quelle ville, Madame Marsico ? À Paris, dans le 19e. Dans le 19e. Il y a également l'Institut Jeanne Garnier, dont on parle beaucoup. J'ai souvent entendu cet institut qui accueille les patients en fin de vie également. Tout à fait, c'est dans le 15e. Ouais. C'est dans le 15e. Merci beaucoup, Madame Marsico. Il est 11h40, nous allons marquer une pause, peut-être, avec un sujet sur lequel tout le monde a un avis, bien évidemment. Et tout le monde sera confronté à cette expérience ultime qui est la mort. Mais on parle parfois combien la vie est injuste, la mort est injuste également. Puisque certains partent évidemment en 2 secondes et d'autres au long de souffrances qui n'en finissent pas. Il est 11h41. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1, vous composez ce numéro. À tout de suite. Alors, on va évidemment continuer sur le débat sur la fin de vie, mais avant ça, vous pourrez peut-être réagir au propos de Marion Maréchal. Et j'espère que vous allez nous appeler, puisque Marion Maréchal s'est exprimée au sujet de Aya Nakamura, qui pourrait chanter, comme vous le savez, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et reprendre des titres d'Édith Piaf. Eh bien, pour Marion Maréchal, elle ne chante peut-être pas en français. Voilà ce qu'elle a dit ce matin sur BFM. Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle, on veut représenter, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Quand Joséphine Baker, par exemple, elle représente la culture française, et c'est une femme noire, moi j'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme ne chante pas en français. Elle ne représente pas la langue française. Oh, dja, dja, y a pas moyen. Et là, il y a discussion, évidemment, et moi, je ne veux pas rentrer dans une querelle sémantique, mais elle parle, elle parle le Jones, elle parle le rap, elle joue avec les sonorités. On peut y trouver une poésie. Aya Nakamura. Et ça marche dans le monde entier aussi. Et de dire qu'elle ne parle pas français me paraît pas forcément juste, mais on peut peut-être l'appeler d'ailleurs. Marion Maréchal a été ce matin sur BFM. Exactement. Oui. Peut-être souhaite-t-elle réagir ou dire des choses peut-être plus différentes, ou en tout cas affiner sa pensée, parce que je peux échanger avec elle sur ce sujet. Ça peut être intéressant. Et puis, qu'en pensez-vous aussi, les auditeurs ? Moi, ce qui m'ennuie dans le sujet Aya Nakamura, c'est le déferlement de racisme que cette jeune femme reçoit depuis qu'on a imaginé qu'elle chante à la cérémonie d'ouverture. Et tous les débats aujourd'hui deviennent polarisés. On peut ne pas aimer le rap, par exemple, mais on n'est pas obligé de ne pas l'aimer pour des raisons ethniques ou de racisme. On peut simplement dire, moi, c'est pas exactement la musique que je préfère écouter, mais je trouve que les attaques qu'elle subit depuis plusieurs jours sont parfaitement scandaleuses, disons-le. Bon, on revient sur le débat de la fin de vie, et nous sommes cette fois-ci avec Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Cyril. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de mettre en perspective l'expérience que vous avez vécue. Et l'expérience que vous avez vécue, c'est votre père qui est décédé du cancer du pancréas il y a 1 an.
C'est il y a 2 ans exactement, et ma mère est décédée il y a 1 an d'amour. Voilà, elle s'est laissée mourir. Voilà, donc j'ai perdu mes 2 parents en 2 ans là. Alors, est-ce que dans la maladie dont souffrait votre père, qui était incurable, manifestement, Cancer du pancréas, c'est foutu. Hein. Voilà. c'est pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Il y a 6% des gens qui s'en sortent. Non, il y a 6% des gens qui s'en sortent après 5 ans. Donc, mais en gros, il y en a aucun qui ressort, quoi. Enfin voilà. La vérité, c'est que les progrès, et c'est des sujets qu'on a eu parfois avec certains cancérologues qui sont venus sur ce plateau, c'est que ça va tellement vite, et notamment avec l'immunothérapie, c'est que les progrès peuvent être d'une année sur l'autre, avec des nouveaux protocoles, et les choses peuvent changer. Et ça, faut en être conscient. Ouais. Mais votre père, donc, est-ce que vous diriez que vous l'avez aidé à quitter la vie ? Bah oui, complètement, parce que il était à l'hôpital, et puis après on l'a fait revenir dans sa maison, quoi. Donc il était en lit médicalisé, et moi je dormais à côté de lui sur un lit de camp. Et toutes les 5 heures, je lui balançais du Bolux, de la morphine, quoi. Voilà, et du Doliprane. Et voilà, et on sait très bien ce que c'est, la morphine. C'est une saloperie, quoi. Donc, en gros, c'est moi qui l'ai tué, quoi, quelque part. Peut-être que j'ai amoindri sa douleur, et encore, il était totalement dans le pâté, quoi. Mais moi j'aurais préféré qu'un médecin me dise mais écoutez, votre père il est foutu, et si vous voulez, et même lui il l'aurait demandé, mais il était tellement camé par la morphine, donc qu'il pouvait plus rien dire à la fin, quoi. Justement, dans quel état de conscience était-il les derniers jours ou les dernières semaines ? Plus rien. Pascal, il est mort dans mes bras. Donc non, il avait plus rien, quoi. Et voilà. Mais est-ce qu'il a exprimé il se chiait dessus, il avait plus rien, quoi. Il avait plus aucune conscience. Mais si vous voulez, mon père, quand il a appris qu'il avait un cancer du pancréas, il savait qu'il était foutu. J'ai un oncle, pareil, qui est parti de ça de manière foudroyante. Il le savait très bien qu'il était foutu. Donc, je pense qu'on lui aurait demandé son avis, il aurait dit oui, terminons ça tout de suite, quoi. Voilà. Et voilà. Et après, moi, là où je suis, je m'en veux un peu, parce que voilà, pendant 28 jours, j'ai veillé sur lui. Je lui ai donné ses traitements, ses médicaments, mais la morphine, c'est une drogue, hein. Et je sais très bien que j'ai aidé à. Moi, dans ma tête, je l'ai tué. J'ai tué mon père. Et j'aurais peut-être préféré que ça soit un médecin assermenté qui lui dise allez, au revoir, monsieur Vallès. Mais voilà, vous comprenez, quoi. Mais non seulement je comprends, mais c'est la 2e fois en 2 heures que j'entends ce même témoignage, parce que tout à l'heure j'étais avec Joseph Massescaron sur l'antenne de CNews, et qui racontait que d'une certaine manière il avait accompagné sa mère de la même manière que vous, et que 30 ans plus tard il le regrette, et qu'il ne pense qu'à ça, entre guillemets. Je ne pense qu'à ça. Mais voilà, et c'est la 2e fois, j'avais jamais entendu un témoignage de ce type, et en 2 heures, 2 personnes racontent qu'effectivement, elles ont fait ce qu'elles ont fait, puisque c'est quasiment le même témoignage. Et Joseph Massescaron disait tout à l'heure, je regrette d'avoir fait ça, alors que c'était la demande de sa mère, qui souhaitait d'une certaine manière, comme votre père aurait sans doute souhaité quitter la vie de cette manière-là. Oui, alors peut-être par un autre, mais en tout cas, que la mort ne soit pas naturelle. C'est ce que j'entends dans votre témoignage. La mort n'était pas naturelle. Surtout, moi, ce qui me dérange, Pascal, c'est que ce soit son fils bien sûr, qui indirectement a tué son père. Quoi. Vous voyez, si j'ose dire, je comprends, j'entends ce que vous dites. Est-ce que votre père avait exprimé, lorsqu'il était encore conscient, un désir sur ces sujets-là ? Ouais. Lui, il était pessimiste. Il savait très bien qu'il allait pas s'en sortir, et il l'avait dit, quoi. Mais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 2 ans, c'était pas possible ce genre de choses-là, quoi. Donc, il savait très bien que c'était voilà. Donc, il s'est laissé. Entre le moment où ça a été diagnostiqué et le moment où il est mort, il s'est passé combien de temps ?
Il est mort en 1 mois et demi. Ah, son cancer a été diagnostiqué 1 mois et demi avant sa mort? Ouais, c'est ça. En gros, il a eu un cancer de la prostate. Donc là, il s'est fait rémission totale. Et puis 10 jours après, il allait pas très bien. Il avait un peu mal en dessous des côtes et tout. Donc voilà. Et il va faire un examen. Et là, on lui annonce cancer du pancréas, quoi. C'est vrai que ça va très vite avec le pancréas parce que c'est un des cancers qui se découvre très tardivement, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça va très très vite. Et bon, il savait très bien qu'il était foutu, quoi. Je vous dis que j'ai un oncle qui est décédé, pareil, en 1 mois, il est parti. Il avait quel âge, votre père? Mon père, il avait 72 ans. Ce qui est jeune. Jeune, jeune. Ouais, en plus sportif et tout, tennisman. On sait les causes du cancer du pancréas? Ouais, en gros, quand vous avez un petit problème mal en dessous des côtes, ça peut être un signe, ouais. Et c'est là qu'il l'a senti, ouais. Mais est-ce qu'on sait les causes? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est le mode de vie? Ouais, moi je pense que pour mon père, c'est le sucre. C'est pas l'alcool, hein. Il buvait pas, quoi. Il buvait pas, mais je pense que c'est le sucre parce qu'il se goinfrait de sucreries depuis plusieurs années là. Après manger, là, il mangeait toujours des sucres. Je pense que c'est le sucre, moi, qui l'a tué, quoi. Donc la loi ou le projet de loi l'aide à mourir vous paraît une bonne chose si c'était quelqu'un d'autre qui prenait. Exactement, quelqu'un d'assermenté, un médecin. Bien sûr, qui vous soulagerait. Voilà. Cyril, votre témoignage est formidable. Votre témoignage est formidable parce qu'il est éclairant et puis on a envie effectivement d'être d'accord avec vous. Parce que c'est pas à vous, effectivement. C'est gentil. Mais non, mais c'est pas à vous, tout simplement, c'est évidemment pas à vous d'être à l'origine de la mort de son père. Oui, c'est pas à moi. Et je vous dis, Pascal, j'ai passé 28 jours, parce que je travaillais en plus en parallèle, quoi. Donc je passais mes nuits à lui balancer le Bolux, hein. La morphine. Merci. Et vous êtes dans le Tarn, voilà. C'est ça? Il est mort dans mes bras, mon père. Il est mort dans mes bras. Voilà. Donc voilà, je pense que si quelqu'un pense qu'il sait qu'il est foutu, pourquoi pas, Vous habitez, lui donner cette possibilité. Ouais. Vous êtes dans le Tarn? Ouais, je suis dans le Tarn. Il était bien suivi. Il y avait Ouais, très bien. Ouais. Franchement. Assez bien en tout cas, voilà. Mais, merci beaucoup. Il va être 12h et je vous remercie grandement, Cyril, vraiment de ce témoignage. Bon courage. Et merci à vous, Pascal, de m'écouter. Non, vraiment, merci à vous pour ce témoignage. C'est vrai que cette émission est formidable parce qu'elle permet, vous êtes les experts du quotidien, c'est vous qui témoignez. Et lorsqu'on a, et c'est l'occasion aussi de remercier évidemment Florent Carassou-Maillan et Olivier Guénec parce que souvent on vous taquine. Et le Standard. Et le Standard, bien évidemment. Non, super, Quentin au Standard, super. Voilà, Quentin, exactement, parce que c'est les auditeurs qui appellent. Et après, il y a tout ce travail de mise en perspective, d'accompagnement évidemment de l'auditeur. Mais bravo à ce travail qui est fait par vous, par toute cette équipe. Il est 11h05. Un petit mot pour les aidants aussi. Les aidants. Je suis bien d'accord avec vous, parce que les aidants, c'est... faut pouvoir faire ce que vous avez fait pendant 28 jours, mais en même temps, ça doit vous rendre... Vous avez fait ce qu'un fils doit faire, et ça, c'est quand même important. Vous avez accompagné votre père, vous avez été présent, et vous pouvez être fier de vous, Cyril. Ah, merci Pascal. Bon. Mais non, mais c'est vrai. Super. Vous savez, il y a peu de choses qui rendent heureuse dans la vie, mais paraît-il, l'estime de soi rend heureux. Et lorsqu'on a fait quelque chose qu'on pense juste, on peut être content de soi parce qu'on l'a fait ce qu'on devait faire et vous vous êtes conduit en fils et vous avez, c'est ce que vous avez fait, vous deviez le faire. Merci Pascal, vous me remontez le moral en tout cas. Écoutez, je pense que beaucoup d'auditeurs pensent exactement comme moi. Il est 11h58, à tout de suite. Pascal Pro vous écoute de 11h à 13h sur Europe 1.